En 4 jours, une vingtaine d'ambulanciers venus des 4 coins du pays seront sensibilisés sur la sécurité routière et comment éviter les accidents de route et les collisions pour, à leur tour, former leurs collègues sur les bonnes pratiques de l'utilisation des ambulances. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'éducation au bon usage des 188 ambulances acquises par le gouvernement pour améliorer l'accès aux plateaux médicaux techniques adaptés. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans cette salle du Palais des Congrès pour une formation qui va durer 4 jours, qui est destinée à une vingtaine de formateurs qui ont été envoyés donc par les directeurs départementaux de la santé afin d'être les relais dans les départements des bonnes pratiques et bonnes conduites justement pour l'utilisation de ces ambulances. Donc je rappelle, 188 ambulances, 178 Land Cruiser et 10 véhicules YAS, tous de la marque Toyota. Ostelac Stéphane, formateur des conducteurs d'ambulance, rappelle les points majeurs sur lesquels se base cette formation. La prévention de la sécurité routière, parce que ces gens-là sont constamment sur la route, exposés au danger. Comme on le disait, on va venir renforcer leurs capacités actuelles, puisque ce sont déjà des chauffeurs, des professionnels, donc on va simplement essayer de renforcer leurs capacités, essayer de les sensibiliser un petit peu plus sur leur rôle et la sécurité routière dans son ensemble. Après des notions théoriques dispensées, les participants sont passés à la phase pratique pour mettre en application les acquis. Bienvenue Favi remercie le gouvernement pour cette formation engagée à l'endroit des conducteurs d'ambulance et souhaite que ces genres de formation soient perpétués. On nous a formés à être éveillés et aussi respecter les usagers avant de les dépasser. En général, je vois que la formation c'est une très bonne chose et qui est nécessaire. Si de temps en temps le gouvernement peut penser qu'on peut répéter ça au moins 6 fois ou même 2 fois dans l'année, ou même une seule fois par l'année pour les autres aussi, ça nous fera beaucoup plaisir. Cette formation fera suite au répartissement des 188 ambulances acquises par l'État pour renforcer le secteur sanitaire, plus précisément l'accès aux soins par les victimes. Nous avons échangé ce matin avec le directeur général de la police républicaine, ses proches collaborateurs et les directeurs départementaux de la police républicaine. Comme vous le savez aussi, c'est que ces derniers temps, nous avons enregistré des bavures policières à l'intérieur du pays, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous avons constaté que certains agents de la police ont des comportements qui sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs que la police républicaine veut promouvoir. Nous avons dit que la police républicaine est une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec les populations et une police qui promeut la coproduction de la sécurité. Alors, si des agents de cette police-là se livrent à des bavures policières, alors il y a problème. Il y a véritablement problème. C'est pour cela que nous avons invité les principaux responsables du secteur pour échanger avec eux et voir ce qui se passe au niveau opérationnel. Ce qui est clair, nous avons à la fin de nos échanges abouti à un diagnostic. Le diagnostic est qu'au niveau opérationnel, il y a une mauvaise organisation, un mauvais encadrement des agents. Donc il y a une amélioration à apporter à ce niveau-là, à la tête des unités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes. Il faut qu'il y ait un meilleur encadrement. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leurs capacités réelles et aussi de leur profil. Nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. Désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un paisible, d'un honnête citoyen, doit pouvoir répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. Toutes ces mesures vont nous permettre certainement de reprendre la situation en main et d'améliorer les capacités de notre police. En dehors de ces cas de bavure qui sont dus au mauvais comportement de certains agents déviants, la police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain. Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Je veux pour finir rassurer les populations comme quoi toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une amélioration notable. Les populations peuvent compter sur le gouvernement. Nous sommes en train de travailler. Nous allons redoubler d'efforts pour que la sécurité soit vraiment un acquis
dans notre pays. Dans le but de promouvoir une société plus juste pour tous, l'Institut national de la femme, INF, a officiellement lancé sa campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre VBG. Elle est placée sous le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». La vision émanant du président de la République, après un bilan démontrant la stagnation du progrès dans le domaine qui est l'objet de notre intérêt ce jour, a été inspirée par un ras-le-bol au sujet de la condition d'une grande frange de la population féminine béninoise, à savoir le sexe féminin. Ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre sont l'occasion d'en écrire ensemble un nouveau chapitre dont le titre pourrait être « Briser le silence et reconstruire la dignité » et dont le mot de fin pourrait aussi être « Riposter aujourd'hui, demain, tout le temps et reconstruire maintenant et sans cesse ». J'aimerais bien parler des hommes. S'il est vrai que le bien-être de la femme n'a pas à dépendre du bon vouloir de l'homme, nous devrions, de façon cohérente et stratégique, convenir que pour réussir la riposte et opérer la reconstruction, les hommes ont un rôle à jouer. Pour la secrétaire exécutive de l'INF, cette période est l'occasion de renouveler l'engagement collectif à éradiquer ce fléau qui ronge notre société. Les violences faites aux femmes et aux filles sont une atteinte grave aux droits humains. Elles privent les victimes de leur dignité, de leur liberté et de leur capacité à s'épanouir pleinement. Au Bénin, nous avons fait de la lutte contre ces violences une priorité nationale. Unissons nos forces pour construire un Bénin où chaque femme et chaque fille peut vivre libre de toute violence. En faisant valoir les initiatives du gouvernement en faveur des VBG, l'ambassadrice de la Belgique met l'accent sur le message des Nations Unies pour cette campagne. Le message des Nations Unies en cette journée internationale et les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre et la résilience en temps de crise, attirant en particulier l'attention donc sur les risques accrus de violences sexistes auxquels les femmes et les filles déplacées sont confrontées et appelant la communauté internationale à donner la priorité à leur protection et à augmenter les financements des programmes de prévention et de réponse à la violence sexiste. La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies a à son tour fait le point de l'évolution des statistiques des cas de plainte au Bénin. Le rapport 2024 de mise en œuvre du programme d'action de Beijing au Bénin montre que l'INF a reçu 975 plaintes au cours du premier trimestre 2024 contre 1133 cas en 2023. Ces chiffres nous rappellent à nouveau que la campagne mondiale des 6 jours d'activisme constitue un moment important pour mobiliser nos efforts et nos forces, inspirer l'action et démontrer notre tolérance zéro envers ces violations. Il est à noter que cette campagne vise une mobilisation collective en faveur du respect total des droits des femmes et des filles au Bénin. Le budget du ministère du numérique et de la digitalisation est d'un montant pour la gestion 2025 de 29 milliards de francs CFA, un budget en augmentation de 19% par rapport à 2024, l'année en cours. Donc c'est un budget naturellement qui va nous permettre de poursuivre la mise en œuvre du PAG, d'intensifier les efforts autour de nos projets dans le secteur du numérique et dans le secteur des médias. L'année 2025 va être une année de mise en œuvre de projets très structurants, très impactants. Nous avons d'ailleurs commencé déjà en 2024, bien entendu, mais l'année prochaine, nous aurons plusieurs projets par rapport au programme d'action du gouvernement numérique, le haut débit, le très haut débit, la transformation numérique des collectivités locales, le développement des compétences numériques, l'opérationnalisation du décret sur les startups, et j'en passe. Donc beaucoup de projets, beaucoup d'activités dans le secteur du numérique. Et le secteur des médias n'est pas du reste, puisque nous aurons également à ce niveau-là des contenus de qualité qui vont venir à l'écran. Vous savez que le gouvernement a fait l'option d'une refonte complète du secteur médiatique public. Donc aujourd'hui, nous avons des chaînes de télévision publique dans les médias de la SRTB et des chaînes de radio, donc 3 chaînes de télé, 4 chaînes de radio. Et en 2025, la chaîne de télé Bénin TV à l'AFIA,
qui est une chaîne en langue nationale, va voir le jour. Donc c'est autant de choses structurantes qui vont venir et qui expliquent pourquoi nous avons pu avoir une affectation de ressources supplémentaires. Donc l'année 2025 s'annonce très palpitante pour le secteur du numérique et des médias, avec, comme je l'ai dit, des projets qui nous permettent d'aller au plus près des populations, la transformation numérique des collectivités locales, et des projets qui nous permettront de montrer à l'écran une image moderne, belle et révélée de notre pays à travers les nouveaux contenus que nous aurons. Ce budget 2025 est en augmentation d'environ 1%, passant de 37 milliards 213 millions à 37 milliards 655 millions 664 000 francs CFA. Cette augmentation est sensible, mais elle est aujourd'hui la résultante d'efforts qui ont été précédemment faits et tient compte d'un ensemble de changements, de paradigmes, d'économie d'échelle, de réorganisation interne, de projection vers la digitalisation et la numérisation qui permettent effectivement d'améliorer le service public de la justice. Alors, les innovations, c'est d'abord faire en sorte que le service public de la justice soit en mesure de satisfaire entièrement les besoins des populations, de nos populations en général. C'est faire en sorte que lorsqu'une décision est demandée, elle soit rendue et soit donnée à temps. Faire en sorte que lorsque on vient demander un service à la justice, ce service soit donné en temps et en heure. Faire en sorte que les délais soient respectés. Donc ça veut dire des ressources en termes de personnel, donc du recrutement qui est en cours, qu'on a lancé il y a quelques semaines. Ces personnels, notamment du personnel greffier, viendront compléter les ressources existantes pour pouvoir permettre un meilleur fonctionnement du service public. Il y a également des équipements à acquérir en termes d'équipements de travail, en termes de services informatiques pour pouvoir mieux rendre le service à l'usager. Il y a enfin tout ce qui est à construire en termes d'infrastructures, que ce soit des infrastructures judiciaires, que des infrastructures pénitentiaires, pour permettre à ce que le service public tourne régulièrement. Pour rendre une audience, pour faire des audiences, il faut à la fois du personnel judiciaire, mais il faut également des salles, des infrastructures pour pouvoir accueillir, pour pouvoir multiplier les audiences, pour pouvoir prendre le volume. Et donc, toutes ces paramètres ont été pris en compte aujourd'hui pour pouvoir mieux rendre le service public demain. Alors, les députés ont sensiblement demandé la poursuite de l'effort qui est en cours, l'amélioration de la qualité du service public, que ce soit en termes de délai, que ce soit en termes de qualité des décisions. Ils ont également demandé à ce que sur des aspects liés à la détention, on ait un meilleur contrôle. Et donc, nous avons exposé les différentes politiques, les différentes, programmes qui sont mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Je voudrais tout simplement dire en fait que notre budget exercice 2025 a connu une augmentation de 22,41%. Donc nous sommes passés de 165 milliards à 203 milliards. Pourquoi faire? Pour renforcer l'existant, pour renforcer notre outil de production énergétique. Ça veut dire des centrales qui seront construites, que ce soit des centrales solaires, thermiques. Nous allons en construire davantage pour affirmer en fait notre autonomie énergétique. Et c'est essentiel. C'est pourquoi le gouvernement a décidé donc de renforcer le ministère dans ce sens. Et mieux encore, tout ce qui est réseau de transport. La partie méridionale a été sérieusement, qu'on appelle réellement impactée à hauteur de 70%. Les 30% qui restent vont être exécutés également en 2025. Le centre et le nord vont également être renforcés en matière de transport, donc de l'énergie électrique, ce qui fera donc que l'énergie qui entre dans le réseau sera beaucoup plus stable, avec qu'on va délivrer donc l'énergie de qualité donc à nos compatriotes. Mieux, en ce qui concerne donc la distribution, là également, nous allons mettre donc un doigt d'honneur là-dessus pour que nos compatriotes puissent avoir plus accès donc, à ce service essentiel aujourd'hui pour le développement et même pour la vie courante. Donc, dormir aujourd'hui, vivre sans énergie, c'est presque impossible pour nos compatriotes. Que ce soit les réseaux solaires, le réseau qu'on appelle les centrales solaires ou les centrales
thermiques viendront donc renforcer notre outil de production, viendront donc renforcer notre autonomie en matière de production. Il faut maintenant distribuer ce que nous avons, que ce soit les industriels, les particuliers ou l'administration. Tout le monde devrait pouvoir noter de façon significative un changement en 2025. C'est l'axe prioritaire donc de ce changement et de cette augmentation du budget que je viens donc de vous délivrer. En dehors de ça, dans le domaine de l'eau, également, nous allons poursuivre avec tout ce qui se fait aujourd'hui en milieu rural, la construction donc de nos systèmes d'alimentation en eau potable multi-village que nous appelons ça MV. Ce qui est déjà clair, c'est que l'eau a déjà coulé par le passé. C'est ça que les Béninois oublient. L'eau a coulé jusqu'en 98. L'eau noire a coulé jusqu'en 98. 98, l'année à laquelle le gouvernement avait décidé donc d'arrêter parce que nous ne voyait pas clair. Cette fois-ci, nous sommes dotés d'un national juridique clair et net pour n'importe quel investisseur s'intéressant donc au pétrole béninois. Donc là, les premiers qui sont arrivés, il y a un qui a été retenu sur le bloc 1, qui avait déjà fait, qui avait été objet d'exploitation jusqu'en 98. C'est sur ça, en fait, que les travaux vont démarrer en 2025 et normalement, 8 mois, 2028, nous avions un 10e mois au plus tard, on commence la production. C'est ce qui est prévu dans le calendrier que nous avons donc validé avec l'opérateur. Mieux, c'est que les autres blocs qui ne sont pas encore sous contrat vont l'être en 2025. Voilà le travail que nous faisons pour que eux aussi puissent travailler 1 an, 2 ans, 3 ans et venir renforcer donc l'exploitation qui serait déjà en cours, même si la quantité ne sera pas astronomique. L'essentiel est de démarrer pour pouvoir attirer donc d'autres investisseurs, prouver donc que ce qu'on a retrouvé au Ghana, ce qu'on a retrouvé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie et au Nigeria, c'est également au Bénin. Voilà en fait l'image que nous voulons donc transmettre. En fait, le message du moins que nous voulons transmettre donc, aux opérateurs donc, du secteur pétrolier. Nous avons détaillé à la représentation nationale l'enveloppe budgétaire que le gouvernement met à notre disposition pour le compte de l'année budgétaire 2025 qui s'élève à 20 milliards 448 millions 282 120 francs contre pour le budget que nous sommes en train d'exécuter depuis le début de l'année 2024, une enveloppe budgétaire de 9 milliards 909 millions 289 016 francs CFA. Vous notez avec moi que notre budget a doublé de plus de 100%. De 9 milliards 900 millions, nous passons à 20 milliards 448 millions. Cela montre, s'il en était encore besoin, l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon et sa détermination à accompagner 3 secteurs, et pas des moindres, de la vie socio-économique de notre pays, notamment le secteur des petites et moyennes entreprises, celui de l'emploi et enfin le secteur de l'artisanat. Ces 3 secteurs, comme vous le savez, cristallisent à plus de 80% la population active de notre pays. Sur le secteur le sous-secteur PME, la vision du gouvernement est d'accompagner et de favoriser la croissance d'un nombre important de nos petites et moyennes entreprises, en même temps que parmi cette catégorie, d'arriver à faire émerger des champions nationaux, d'arriver à susciter la création et l'existence dans notre pays d'une masse critique de PME capables d'impulser la croissance et capables d'offrir des emplois pérennes et décents à notre jeunesse qui est en quête légitime de travail. C'est pour ça que plus de 10 milliards de francs CFA supplémentaires sont venus s'ajouter au budget de cette année qui est de 9 milliards, je l'ai dit. Donc pour l'année prochaine, le budget s'élève à plus de 20 milliards 500 millions de francs CFA. Et cette augmentation adresse quasi exclusivement le secteur qui adresse le développement et la croissance des petites et moyennes entreprises et le secteur de l'artisanat à travers 2 projets phares que
Les structures en charge, notamment l'Agence nationale pour l'emploi, la NPE, qui déploie le Prodige, qui est un important projet qui nous permet de sortir les jeunes du sous-emploi, de la précarité et de leur offrir des opportunités d'emploi dans les entreprises et les structures de la place. C'est un budget globalement stable puisque nous demandons à la représentation nationale un montant de 2,793 milliards en augmentation d'environ 3% par rapport à l'année dernière. Et cette augmentation concerne notamment le personnel, c'est-à-dire les avancements, les promotions et tout ça. Je dois préciser que ce budget s'entend hors élection parce qu'il ne faut pas oublier que les élections de 2026, dont tout le monde parle, démarrent en réalité en 2025. Mais là, ça fait partie d'une corbeille d'ensemble qui inclut beaucoup d'institutions et c'est coordonné par le ministère des Finances. Donc le budget que nous venons de demander à l'Assemblée nationale concerne la Cour, son fonctionnement pour l'année à venir, hors les dépenses concernant les élections. Alors je dois vous dire qu'en ce moment même, nous sommes en train de préparer un plan stratégique et que c'est sur la base de ce plan que nous pourrons réclamer des moyens nouveaux. On ne va pas comme ça au hasard dire qu'il faut nous donner telle somme d'argent et tout ça. Donc nous viendrons de façon scientifique dire il faut ci pour que la Cour fonctionne encore mieux dans les années à venir. Et cela se fera quand nous allons arrêter les conclusions de notre plan stratégique. Il me semble que notre présentation a été bien reçue et que nous avons obtenu, me semble-t-il, une très belle appréciation de l'assistance du groupe de députés qui nous a reçus. Et nous avons bon espoir que nos propositions passeront. Notre budget, tel que nous sommes venus le défendre devant les honorables députés, s'élève pour l'exercice 2025 à un montant de 93 713 951 531 avec une augmentation de 15,01%. Cette hausse s'explique par le fait que nous avons engagé beaucoup de réformes. Ça fait quelques années que ces réformes ont été lancées et devraient produire des résultats. Et au nombre des résultats, nous avons à recruter très prochainement les assistants pour le compte des universités. C'est tellement attendu. Et ces assistants, une fois recrutés, évidemment, vont impacter d'une certaine façon la masse salariale. C'est pour cela que ce budget est revu à la hausse pour quelques pourcentages, mais l'autre pourcentage, c'est le cadre de vie qui est très important également. On ne peut pas travailler dans de mauvaises conditions pour avoir de bons résultats. Et donc, tout le cadre de travail dans les universités serait revisité. Ce qui est heureux, c'est que nous avons un document qui estime les besoins. Ce document a un coût et c'est ce qui va impulser une très grande dynamique dans ces universités pour rendre visible justement ce cadre de travail en matière d'infrastructure, en matière de mobilier, en matière d'équipement de laboratoire. Les étudiants sont au cœur de nos prestations. S'ils ne sont pas là, nous ne sommes pas là. C'est pour cela qu'en matière de promotion des œuvres universitaires, ça fait longtemps qu'ils ont été patients et nous voulons leur témoigner notre proximité à travers ce volet transport qui va démarrer et dans toutes les universités. Auparavant, c'est l'université d'Abomey-Calavi avec quelques centres universitaires qui bénéficient de ce transport, pour ne pas dire fondamentalement le campus d'Abomey-Calavi. Maintenant, nous avons prévu d'étendre cela vers les autres universités. Je peux vous dire avec beaucoup d'émotion que les députés ont été fiers des résultats que nous avons livrés. Ils ont été même étonnés qu'avec de petits moyens, nous ayons pu faire ça. Ils nous ont demandé d'être encore plus engageants dans les actions que nous allons devoir mettre en place. Et ils sont unanimes sur le fait de nous accompagner et même de faire des recommandations pour aller dans le sens de la revue à la hausse de notre budget. Ils nous ont partagé
quelques réflexions sur la qualité des formations, sur le cadre de vie que nous avons déjà prévu et également sur la question de recrutement des assistants. Dans son exercice de reddition de comptes PH 2021-2026, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, a présenté plusieurs actions entreprises par le gouvernement afin de relever le secteur. Entre autres, il s'agit de la digitalisation du microcrédit à l'AFIA pour assurer la durabilité du programme. La digitalisation a apporté de la transparence. Le fait de passer par le téléphone a permis d'éviter ou de limiter les contacts intermédiaires, d'éviter les doublons, de rembourser également directement par le téléphone, puisque tout se passe par le téléphone. Et ce sont ces remboursements-là qui sont suivis de près scrupuleusement par le FNM. Ce sont également ces remboursements qui assurent la durabilité du programme. Donc, les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA, comme on a pu le suivre. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés. Donc, les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit. Mais le coût même du CIP a été également revu, rendu totalement accessible par l'État. Donc cette banque des pauvres qui était totalement effondrée, aujourd'hui marche mieux, elle est plus performante et surtout, elle est plus durable. La nouvelle étape du microcrédit à l'AFIA est de grimper de 50 000 francs CFA, c'est-à-dire passer de 100 000 à 150 000 francs comme crédit maximal. Et pour ce faire, des travaux de réflexion sont en cours. Nous continuons de travailler sur ce programme pour voir comment faire évoluer le montant des crédits à allouer, donc de passer de 100 000 à 150 000 francs dans un premier temps, puis à 200 000 francs. Il faut dire qu'il reste quelques disparités d'octroi entre les communes qu'il faut également corriger. Donc, nos services y travaillent en collaboration avec les systèmes financiers décentralisés sur lesquels repose en grande partie donc, la distribution des microcrédits. Sur ce plateau, Véronique Toyin-Fodé n'a pas manqué de revenir sur l'élargissement du projet d'aide aux personnes les plus démunies, dénommé Besoké. Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM. C'est le nouveau projet du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle qui a pour but de former les enseignants afin d'assurer à tous une éducation de qualité. À cet effet, ce jeudi 28 novembre 2024, s'est tenu le lancement de l'atelier de cadrage du développement du dispositif de l'IFADEM, marqué par la présence des acteurs de l'éducation, des partenaires techniques et financiers, l'Agence universitaire de la francophonie AUF et l'Organisation internationale de la francophonie OIF, à travers l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation IFEF. L'IFADEM a vu le jour pour aider les systèmes éducatifs à répondre efficacement aux défis de la qualité des enseignements soutenus par l'ODD 4, qui vise, je cite, « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ». Ce défi de la qualité de l'éducation est le principal que le gouvernement béninois s'attelle à relever à travers la mise en place de nombre de réformes, de stratégies, de programmes et projets éducatifs, en l'occurrence la réforme de la qualité et du contrôle de qualité des enseignements dans les sous-secteurs du primaire et du secondaire général. Au nom de l'AUF et de l'OIF, la responsable pays pour le Bénin de l'IFEF a salué l'engagement du gouvernement à promouvoir une éducation de qualité. Cette démarche nous guide en faveur d'une transformation structurelle des politiques éducatives de nos États membres. L'approche adoptée dans le développement et la mise en œuvre d'IFADEM au Bénin, en concertation avec les structures responsables du ministère et ses partenaires, vise à créer un environnement éducatif sain et inclusif
où filles et garçons peuvent bénéficier des opportunités équitables d'accès, de maintien et de performance scolaire nécessaires à une pleine participation au développement durable de leur pays. Le représentant de l'IFADEM a convié l'assistance à s'investir dans cet atelier afin de réfléchir sur les meilleures méthodes de construction du programme au profit du système éducatif. Il y va de l'intérêt autant de nos enseignants, parce que le focus est mis sur l'enseignant qui est au centre donc, de l'enseignement-apprentissage. Il y va de l'intérêt donc, de nos apprenants au vu donc, des changements en termes de performance que ça va apporter à nos élèves et ensuite donc, du système éducatif dans son ensemble. Cet atelier qui se déroulera du 28 au 29 novembre 2024 permettra de définir les axes et les priorités à prendre en compte dans le développement du futur projet IFADEM afin de relever la qualité de l'enseignement au Bénin. Les collèges et lycées de Parakou entament ce 25 novembre 2024 le premier devoir du premier semestre. Au collège d'enseignement général de Zongo, tout se déroule dans de bonnes conditions, sans difficultés majeures signalées. Les élèves, bien encadrés par des surveillants, se concentrent sur les premières épreuves de cette étape importante de l'année scolaire. Ici au CG Zongo, tout se déroule bien. Et les professeurs qui sont désignés pour surveiller viennent pour la plupart à l'heure. Les élèves viennent à l'heure. Et pour le moment, tout se déroule bien. Aucun incident n'est à signaler. Toutes les promotions composent de 8h à 18h, bon, avec une pause bien évidemment, entre midi et 15h. Et la promotion 5e commence de 17h et finit à 19h. Les apprenants, quant à eux, partagent leurs impressions sur les épreuves qui leur sont proposées. Ce matin, nous étions en train de composer l'épreuve de philosophie que nous avons fait de 8h à 11h. Et l'épreuve de philosophie était composée de 3 sujets au choix. Donc, il y avait le sujet 1, le sujet 2, le sujet 3. Et presque les 3 sujets parlaient de l'être et du devenir. Et moi, j'ai choisi le sujet 3. Car dans ce que j'ai appris, c'était sur le sujet 3. C'était pas mal quand même. C'était bon. Les épreuves étaient abordables. Je n'ai pas rencontré de difficultés sur les épreuves. Même si ce n'est pas 20 sur 20, au moins, j'espère une bonne note. Les épreuves n'étaient pas trop difficiles. J'ai rencontré les difficultés en SVT et en maths. Des conseils sont prodigués aux différents apprenants afin qu'ils puissent aborder les épreuves dans les meilleures conditions possibles. Je vais dire aux candidats d'être sereins. Et les devoirs ne sont rien que des évaluations. Et notre principe sacro-saint, c'est qu'on évalue l'élève que sur ce qu'on lui enseigne. Et les épreuves sont au niveau de l'élève moyen. Les épreuves sont abordables, faciles. Le premier devoir du premier semestre se poursuit dans de bonnes conditions dans les différents lycées et collèges de la ville de Parakou et prendra fin le vendredi 29 novembre 2024, marquant ainsi la clôture de cette étape cruciale pour les élèves. Le parti Union progressiste Le Renouveau, après avoir reçu à son siège dans la matinée de ce lundi 25 novembre 2024, des membres du cadre de concertation des forces de l'opposition par rapport à l'audit du fichier électoral a rendu public un communiqué dans lequel il manifeste son désaccord. Des analystes politiques pensent que ce refus de coopération de l'Union progressiste Le Renouveau est normal et justifie clairement que ce parti est de la mouvance. C'est évident. Quand vous avez contribué à mettre en place un dispositif et que vous estimez que tous les contours ont été mis en place, tout a été pris en compte pour qu'on n'en vienne plus après à contester l'authenticité ou la véracité de tout ce qui a été mis dans le fichier. Il est clair que de par votre position, vous n'allez pas accepter. C'est de vous contredire en fait.
Donc c'est ce qui amène aujourd'hui le renouveau, j'estime, à dire de ma position. Si j'accepte que m'associer, pas refuser, m'associer à l'audit du fichier électoral, c'est comme si moi-même je me contredis. Donc du coup, j'estime que tout ce qui a été mis en place par ce dispositif, tout est bon. Donc plus question d'aller une fois encore à l'auditer. Voilà. Et elle a dit qu'elle était prête à travailler à ce que, auprès de l'ANIP, à ce que le fichier ne souffre d'aucune insuffisance et que les élections se passent dans la quiétude totale. Aujourd'hui, l'Union progressiste ne peut plus se mettre dans la position de quelqu'un qui doute de la fiabilité du processus électoral, de quelqu'un qui ne peut plus mettre confiance dans les dispositions légales qu'elle-même a votées, comme le prétend le cadre de concertation. Donc c'est normal que l'UP et tout d'ailleurs, je pense, tout parti de la mouvance présidentielle ne saurait s'acoquiner à ce jeu. Selon Moussilou Djaboutou, aucun parti de la mouvance présidentielle ne pourrait se rallier au cadre de concertation des forces de l'opposition pour l'audit du fichier électoral, car ceci n'est pas en concordance avec la vocation de leur parti. Se détacher de la volonté de UP le Renouveau d'accompagner l'audit du fichier demandé par le cadre de concertation de l'opposition, ce serait trahir leur vocation en tant que membre d'une même majorité présidentielle. Donc je ne pense pas du tout que d'autres partis de la mouvance, peut-être sur leur volonté, voyant peut-être autrement les choses que le Renouveau, puissent aller ou accepter à la demande de cadre de concertation d'associer à l'initiative d'auditer le fichier électoral. Rappelons que le parti Union progressiste Le Renouveau a réitéré son engagement à accompagner l'ANIP et toute structure indiquée dans le processus de l'organisation d'une élection plus transparente et inclusive en 2026. C'est une très bonne nouvelle que dans quelques jours, le Bénin puisse abriter l'ambassade du Canada. En effet, les ambassades permettent d'établir et d'entretenir les relations entre États. Désormais, donc, nous aurons une représentation du Canada au Bénin. Cela permettra, entre autres, aux Béninois de faire une expérience beaucoup plus facile de l'accès au Canada. Autrefois, les visas, par exemple, n'étaient pas délivrés au Bénin. Les devises partaient donc dans un autre pays. Bientôt, les visas seront délivrés au Bénin. Les devises resteront chez nous. Une bonne nouvelle pour tous les Béninois, et surtout pour la jeunesse, et également une bonne nouvelle pour les Canadiens, pour la diaspora canadienne au Bénin. C'est une nouvelle qui doit nous réjouir. C'est vrai, ça reste déjà toujours une annonce et on attend de voir ce que ça prendra comme forme. On sait bien en général ce que ça veut dire une ambassade dans un pays donné. Donc ça, c'est pour le bien du pays. Ça montre que les relations entre le Canada et le Bénin sont au beau fixe. Certainement, cela ouvrira d'autres portes, surtout à la jeunesse béninoise, comme les autres ambassades qui sont déjà au Bénin d'ailleurs, sur le plan culturel, sur le plan artistique et autres. Je pense que cela ouvrira des portes et apportera des opportunités qui vont aider la jeunesse béninoise. Apprendre que le Canada, aujourd'hui, décide d'ouvrir une ambassade dans notre pays, cela dénote du sérieux, cela dénote de la bonne gouvernance, cela dénote des perspectives heureuses pour notre pays et que le Canada a certainement des intérêts, des objectifs pour se rapprocher beaucoup plus non seulement des ressortissants canadiens qui se trouvent au Bénin, mais aussi des citoyens béninois qui auraient des projets pour aller s'installer au niveau du Canada pour diverses activités, pour des emplois, pour le rayonnement et la participation du peuple béninois aussi au développement sur le plan international. Agapit Napoléon Maforican, consultant politique,
a exprimé son avis sur le séminaire d'appropriation du code électoral organisé par la Cour constitutionnelle lors de l'émission Le Décryptage de ce 24 novembre. Il considère que l'initiative est nécessaire et interne à l'institution. La Cour constitutionnelle a besoin de s'apprêter en tant qu'institution qui travaille avec plusieurs corps, avec des assistants, avec des cadres, avec même des personnels extérieurs, des consultants, des experts. Et donc, il faut s'entendre sur les mêmes expressions. Tout le monde n'est pas a priori juriste dans les intervenants. Tout le monde n'est pas spécialiste des élections non plus. Et donc, il faudrait mettre tout le monde au même niveau d'égalité, au même niveau de compréhension. Le séminaire d'appropriation permet à la Cour de lancer son processus de préparation des élections. Selon lui, cette initiative de la Cour ne sera pas susceptible d'influencer une révision du code. La Cour n'est pas parlementaire, la Cour ne vote pas la loi. On ne peut a priori présager de ce qui se passerait demain. On a connu les lois rectificatives ou les lois complétives. À partir du moment où on a une loi complétive, c'est qu'il y a un antécédent qui pourrait toujours revenir. C'est les parlementaires qui décideront, c'est eux qui en ont la prérogative. Le protocole de la CEDEAO donne au plus 6 mois avant les élections. Donc nous sommes encore dans le temps pour retoucher au code. Même après ces 6 mois, tant qu'il y a consensus, on peut toujours retoucher au code. Donc, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui juge de quand la Cour peut demander s'il y avait contrôle de constitutionnalité ou si la Cour se saisissait d'office au cas où il y aurait quelque chose à dire. Mais comme les parlementaires aussi peuvent prendre l'initiative, ou si le gouvernement aussi prend l'initiative. Donc, les avis de loi appartiennent concurremment aux parlementaires et au gouvernement. Le consultant politique affirme que l'audit du fichier électoral, une initiative portée par le parti Les Démocrates, ne relève pas des politiques, mais peut aider à avoir une vue plus claire sur le dossier. Le fichier électoral n'est pas la chose des politiques. C'est la chose d'abord de l'ANIP. C'est d'abord l'ANIP. Ensuite, l'ANIP affiche dans les arrondissements, les gens réagissent, l'ANIP corrige et transmet le fichier à la Sénat. À mon humble avis, je ne vois pas où doivent intervenir les politiques. Je ne sais pas, peut-être que j'ai mal lu. Donc, je ne sais pas. Je m'en tiens au niveau purement de droit. On m'a dit que ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est vrai. Alors, laissons l'opposition alors, et laissons le cadre de concertation y aller. Moi, en tant que spécialiste du droit électoral, expert électoral, je trouve que c'est une exception, une concession qu'on aurait dû introduire dans la loi. Je ne sais pas s'il y a un article qui l'ouvre, qui permet cela. De toute façon, ce n'est pas une mauvaise idée que d'auditer le fichier électoral ou la liste électorale. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça permettra au moins aux gens d'être sûrs que le socle sur lequel on est allé aux élections, c'est-à-dire la liste, le fichier, les votants potentiels sont réellement eux. Alors donc, si on peut avoir cette exactitude, ça calme tout le monde. Donc du coup, moi, je ne pense pas que ce soit une très mauvaise chose. Bien au contraire, il faut saluer ce sens d'ouverture du chef de l'État et cette disponibilité également de l'opposition. Il conclut qu'il serait possible d'avoir un fichier électoral consensuel. Lors du forum politique de ce mercredi 27 novembre 2024, l'audit de la liste électorale a été au cœur des débats. Processus clé pour assurer la transparence et la crédibilité des élections au Bénin, il divise l'opinion. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican estime qu'il serait imprudent d'ouvrir un tel front, risquant d'ajouter à la série d'initiatives déjà en cours qui, selon lui, pourraient semer le désordre et l'anarchie. La loi qui est impersonnelle, la loi qui est faite pour que ça s'applique à tout le monde. Et où une élection est fondée sur un cadre légal. C'est le premier élément fondamental d'une élection. Mais n'embrouillons pas l'opinion parce que, ouais, on est à la fin, on va vers les... Et les gens cherchent, et je le dis, et je affirme ce que je dis, tous les moyens possibles pour embrouiller le citoyen et conduire à une situation de blocage. Donc pour moi, je pense qu'il ne faut pas ouvrir ce front inutile pour ajouter ça à la kyrielle de situations que les gens préparent pour créer le désordre et l'anarchie. Si les LD ne croient pas et que le chef d'État leur a offert la possibilité, mais bon, qu'ils trouvent des amis, des alliés, comme ils ont fait il y a 2 ans, et Jean-Baptiste Elias et les siens, donc qu'ils trouvent des alliés et qu'ils aillent faire leur audit. Cependant, le socio-anthropologue Georges Anagounou adopte un point de vue différent de celui des autres forumistes. Selon lui, auditer le système ne doit pas être perçu comme un affrontement. Il considère plutôt qu'il s'agit d'un processus de réflexion et de dialogue qui va au-delà des intérêts partisans
et devrait être abordé comme un sujet de concertation plus large. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions organiser des élections, je ne dirais pas sans contestation, parce que une élection, il y a toujours de contestation, il y a mais lorsque c'est minime, lorsque c'est insignifiant, on trouve alors qu'on a fait les élections comme cela se doit. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et c'est vrai, moi je reste sur ce que le chef de l'État lui-même il a dit. Il dit, on peut aller voir, est-ce que le logiciel, il est bien mis en place? Est-ce que le logiciel, il est performant? Pourquoi? Parce que c'est suite au travail effectué par ce logiciel-là qu'on va extraire la liste électorale demain. Et donc, pourquoi ne pas regarder en amont pour voir si le système est bien en place et que nous sommes d'accord par rapport à ce que la loi dit là. C'est ce qu'on est en train de faire. D'un point de vue rationnel, pour l'expert en gouvernance, Joël Ataï-Gedegbe, il est inconcevable de ne pas intégrer une évaluation rigoureuse pour assurer le succès et la transparence de l'initiative. Qu'il y ait opposition, mouvance, majorité, tout ce que vous voulez nommer en politique, intrinsèquement, et de manière rationnelle, une évaluation s'impose. Et au minimum, l'ANIP doit pouvoir dire à la représentation nationale, aux acteurs, le process que j'ai mis en place à telle étape des niveaux de suivi-évaluation ou des niveaux d'évaluation, pour ne pas dire d'audit. Selon l'orientation donnée au projet, bon, on aura telle approche dans l'audit, mais on ne pourra pas échapper. Et le chef de l'État même l'a laissé entendre. L'audit de la liste électorale soulève des débats passionnés, mettant en évidence la diversité des visions politiques et sociales au Bénin. Si certains y voient une opportunité de s'assurer de la fiabilité des logiciels et de leur performance, d'autres craignent qu'il ne se transforme en un terrain d'affrontement inutile, exacerbant ainsi les tensions et le désordre. Aujourd'hui, là où nous sommes, le logiciel, son fonctionnement, comment est-ce que ça marche, est-ce que c'est vraiment implémenté? C'est normal que moi, je préfère encore faire le contrôle à ce niveau-là, pour savoir que si tout est mis en œuvre et que le logiciel fonctionne normalement, ça pourrait générer facilement la liste électorale. D'accord? Au lieu d'attendre que la liste sorte, pour qu'on contrôle, pour voir qu'en réalité, c'est le logiciel qui n'était pas bien installé. Le système politique a évolué de tel que lorsque la réforme partisane est venue, c'est passé par là où la représentation n'est plus équitable. D'accord? Et quand c'est comme ça, ceux qui ne sont pas suffisamment représentés, ceux qui ne participent pas suffisamment, trouvent que ce que les autres font là-bas, il y a quelque chose qui est fou dedans, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Donc pour régler tout ça, il est mieux aujourd'hui que les gens puissent déjà aller voir comment ça fonctionne à l'ANIP. Comment est-ce que le logiciel est utilisé pour s'attendre à ce que la liste qui sera générée soit une liste plus ou moins. Le cadre normatif ne pose aucun problème. C'est plutôt les hommes politiques qui ont des problèmes. Le cadre normatif ne pose aucun problème. Et en tant qu'expert électoral, je suis outré d'entendre qu'on doit s'entendre pour violer les lois. L'élection repose sur le cadre légal. Une élection repose sur le cadre légal. Et c'est ce cadre légal qui organise. Et ce fait que, depuis 2017, on a un cadre légal sur les personnes physiques. Et donc sur l'état civil, qui change les donnes. Et 2017, quel est le Parlement qui a voté sur cette loi? C'est le Parlement de 2015. Oui. Donc, pour les spécialistes des néologismes, ce n'était pas encore le Parlement monocolore. Et donc, parce qu'il faut faire de la clarification conceptuelle pour qu'on ne s'embrouille pas. Donc, c'est le Parlement que Patrice Talon est venu voir sur place, qui a voté cette loi 2017-08, 30 juin 2017, portant l'identification des personnes physiques. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure le président Talon, et il y a un an exactement, il fallait suppléer à l'existant. Et donc, la loi de 2017 est apparue pour organiser l'état civil national et confier la gestion à une agence nationale, à une agence, l'ANIP. Et donc, c'est l'ANIP qui gère, c'est une agence et une autorité administrative indépendante créée par la loi pour régler la question de l'identité des personnes physiques. Donc, ce n'est pas le code électoral, ce n'est pas le fichier électoral, il gère toute la problématique de l'identité. Et oui, les imperfections peuvent exister.
même le logiciel. Mais ça, c'est une agence. Et les agences ont leur mode de fonctionnement. Et la loi a prévu tout le mode de fonctionnement de cette institution. Tant qu'on n'a pas un vote électronique, et la plus grande attention se doit d'être par rapport à une liste électorale, fût-elle informatisée aujourd'hui. Nous avons fait d'énormes progrès depuis quelque temps. Il y a des scories que nous traînons et l'un dans l'autre, et c'est chemin faisant qu'on va stabiliser tout ça et que j'ose espérer la confiance sera de mise sur ce plan. Et si on n'a rien à cacher a priori, et comme l'a manifesté le chef de l'État, on fait droit à ce type de demande et on passe cette polémique, on passe cette incompréhension. C'est bien que la Cour lève le devoir là-dessus. Il y a encore faudrait que le procureur, le parquet, les juges aident aussi d'autres moyens pour pouvoir gérer, parce que bon, on n'a pas encore l'habitude des bracelets électroniques, peut-être qu'il va falloir y penser, on n'a pas encore l'habitude, donc bon, peut-être qu'il faut penser à des solutions, je ne sais pas, est-ce qu'on peut confisquer le passeport, enfin, est-ce qu'on peut confisquer le téléphone portable, est-ce qu'on peut vous interdire de l'utiliser, hein, parce qu'aujourd'hui, avec quand même l'évolution de la technologie, même si vous utilisez le téléphone d'un autre, ça se saurait. Donc, moi je pense que l'histoire du bracelet électronique, il faudrait peut-être qu'on y pense, hein, peut aider énormément à désengorger les commissariats et ainsi que les prisons. Les prisons sont engorgées parfois par des cas de détention, les maisons d'arrêt, et ça pose d'énormes problèmes. Et voilà. Et puis l'exception devrait être cela. La règle, c'est la liberté. L'exception devrait être la série d'aller et de venir. Mais je dis, l'exécutif n'a pas beaucoup de marge. La justice, les différents, le juge ou le parquet, en tout cas, tous ceux qui tranchent dans ces questions, n'ont pas beaucoup de marge non plus pour pouvoir aller à la manifestation de la vérité. Eux, ils doivent s'assurer de sécuriser la procédure et de ne pas exposer les preuves hein, à la détérioration, à la manipulation. Et ce voulant, ils maintiennent les mises en cause des prévenus dans les liens de la détention, soit-elle préventive. Donc, oui, ça dérange. Au même moment, ça permet de faire sévèrement peut-être les enquêtes et d'aboutir à la vérité.